Palantir a pour mission de faire de nos partenaires les meilleurs du monde dans leur domaine et, lorsque c'est nécessaire, d'effrayer nos ennemis, parfois même de les tuer. C'est une déclaration d'une honnêteté assez brutale pour commencer, non? Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça vient directement du dirigeant actuel de l'entreprise, Alex Karp. C'est quand même rare d'entendre ça. Totalement. Habituellement, quand on écoute les grands patrons de la Silicon Valley, le discours, la promesse, c'est toujours de connecter les gens, de partager les connaissances, de créer un monde ouvert. Ouais, le fameux discours du monde meilleur, quoi. Exactement. On ne parle jamais ouvertement de détruire. Mais là, la fonction létale est non seulement assumée, mais elle est carrément présentée comme un argument de vente. Et c'est justement cette brutalité, cette absence totale de filtre qui lance notre exploration d'aujourd'hui. Tout à fait. Notre mission pour cette analyse, c'est de décortiquer une enquête massive qui a été publiée hier, donc le 21 mars 2026, par la rédaction de Blox News. Une enquête vraiment dense d'ailleurs. Très dense, oui. Leur dossier écrit représente environ 18 minutes de temps de lecture. Mais surtout, et je le recommande vivement à ceux qui nous écoutent, ils ont sorti une excellente version podcast audio de leur enquête. Ah oui, cette version podcast audio est vraiment une ressource inestimable. Ouais, elle permet vraiment de bien saisir la complexité du sujet. Et pour avoir une vue d'ensemble encore plus complète, on va croiser ce travail avec des rapports récents d'Amnesty International, du MIT Technology Review et de l'organisation de Markup. Une entreprise dont les tout premiers financements venaient littéralement de la CIA est devenue le système nerveux invisible des gouvernements occidentaux. Parce que ça ne se limite pas aux États-Unis, en fait. Ah non, pas du tout. On parle de l'Europe, on parle de la France et de ses propres services de renseignement intérieur. L'idée, c'est de décrypter ce que cette technologie modifie concrètement dans nos libertés et dans la structure de nos États. Alors, pour bien comprendre cette philosophie un peu guerrière dont on parlait avec la citation du début, je pense qu'il faut regarder l'ADN de l'entreprise. Oui, il faut remonter aux origines. Qui était là en 2003-2004 quand le projet a démarré? On trouve Peter Thiel qui a posé 30 millions de dollars, mais c'est un autre financement qui change la donne, non? C'est ça. Le financement clé, c'est In-Q-Tel. Et ça, c'est pas n'importe quel fonds d'investissement. Non, c'est littéralement le bras financier, le fonds de capital risque de la CIA. Ils ont injecté 2 millions de dollars alors que l'entreprise n'avait même pas de produit commercial prêt. Rien à vendre, mais déjà financé par le renseignement. Voilà. Et ce n'est pas juste anecdotique, c'est fondamental. Il faut se remettre dans le contexte de l'après 11 septembre. D'accord? Le problème des services américains à l'époque, ce n'était pas de manquer de données, c'était la fragmentation de ces données. La CIA, le FBI, la NSA, ils avaient des montagnes d'infos, mais cloisonnées dans des bases qui ne communiquaient pas. C'est ce que l'enquête appelle le cauchemar administratif. Exactement. L'outil a été pensé dès le premier jour pour relier ces éléments hétérogènes. C'est la fameuse cartographie ontologique. Alors attends, pour que notre audience visualise bien ça, l'outil ne se contente pas de stocker des fichiers, c'est ça? Non, c'est bien plus puissant. C'est une sorte de traducteur universel. Donc, ça prend des trucs complètement déstructurés, genre un vieux rapport tapé à la machine, une liste de passagers, des factures médicales, et ça les met dans le même langage. Oui. Et ensuite, l'algorithme va créer des connexions instantanées. Par exemple, il va relier une plaque d'immatriculation à un vieux virement bancaire. Des choses qu'un humain mettrait des mois à relier en épluchant des dossiers. Ça cartographie la réalité. Mais le truc qui me frappe, c'est le choix du nom. Palantir. Ah, la référence à Tolkien. Ouais, je suis quand même surprise qu'ils aient choisi ça. Dans Le Seigneur des Anneaux, les Palantiri, ce sont ces pierres de vision qui permettent de voir à travers l'espace et le temps. Mais le piège, c'est qu'elles finissent toujours par corrompre ceux qui les utilisent. C'est vrai, la pierre manipule son utilisateur. Voilà, elle l'isole, elle le rend paranoïaque. N'est-ce pas la preuve d'une lucidité terrifiante de choisir un nom qui symbolise un pouvoir totalement incontrôlable? C'est du cynisme absolu. Ou alors de la relance totalement assumée, avec cette culture très Silicon Valley de jouer sur l'image du pouvoir occulte. Clairement. Mais aujourd'hui, ils vendent ça sous deux noms différents selon le client. Oui, ils ont séparé l'offre en deux logiciels. Il y a Gotham pour l'armée et la police. Référence à Batman, ambiance très sombre. C'est ça. Et de l'autre côté, on a Foundry, qui sonne beaucoup plus industriel et qui est vendu à des entreprises privées comme Airbus, Stellantis ou des grandes banques. Mais sous le capot, c'est la même chose. Strictement le même moteur, oui. L'architecture qui repère des fraudes bancaires est la même qui surveille une population. Et c'est là qu'on arrive sur le terrain, dans nos rues. Avec cette promesse de tout voir,
comment ça se traduit au niveau de la police locale? C'est ce qu'on appelle la police prédictive. L'idée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour deviner où le crime va avoir lieu et d'envoyer la police en avance. L'enquête de Block News s'attarde beaucoup sur un logiciel qui s'appelle Predpol ou Geolitica. J'ai lu ce passage et les bases mathématiques m'ont laissé sans voix. C'est surprenant, hein? Ils ne se basent pas sur de la criminologie ou de la sociologie, ils ont utilisé des modèles de sismologie. Oui, les tremblements de terre. C'est fou. Ils partent du principe que le crime se propage géographiquement, comme les répliques d'un séisme. Le logiciel découpe la ville en petits carrés de 150 mètres sur 150 mètres. Et chaque jour, il dit à la police, voilà les carrés avec le plus haut risque sismique de criminalité aujourd'hui. Sur le papier, c'est ailleurs génial. Mais dans les faits, Dans les faits, les chiffres sont accablants. Un audit interne de la police de Los Angeles en 2019, après 13 ans d'utilisation, a montré que c'était totalement inefficace. 13 ans pour s'en rendre compte. Et l'enquête de The Markup en octobre 2023 est encore pire. Ils ont calculé le taux de précision réel de ces prédictions, Et c'est de combien? moins de 0,5%. Des résultats similaires. Mais le problème, ce n'est pas juste que ça ne marche pas, c'est que ça crée des dommages systémiques. Oui, le biais rapporté par le MIT Technology Review en 2021, parce que l'algorithme ne prédit pas le futur avec une boule de cristal. Non, il s'entraîne sur le passé. Il ingurgite des décennies d'historique d'arrestation. Et ce passé, il est humain. Il contient les viels politiques de tolérance zéro, les biais socio-économiques. Exactement. L'algorithme prend ces données imparfaites de la police de Los Angeles et les transforme en une vérité mathématique qui a l'air objective. C'est un peu comme, pour prendre une image simple, c'est comme un algorithme de recommandation musicale, tu vois. Oui, tout à fait. Tu écoutes un morceau de jazz par hasard, le système le note et te propose un peu plus de jazz. Et vu que c'est là, tu l'écoutes. Voilà. Et l'algorithme se dit « bingo, j'avais raison ». Et il resserre ses propositions. Au bout d'un mois, il ne te propose plus que du jazz et il conclut avec certitude que le jazz est la seule musique qui existe au monde. C'est une excellente analogie. Si on transpose ça à Los Angeles, l'algorithme est nourri par un historique où la police ciblait déjà de façon disproportionnée les quartiers défavorisés, souvent afro-américains. Donc le logiciel dit « allez patrouiller dans ces carrés de 150 mètres ». La police y va en masse, et forcément, avec plus de flics sur place, ils trouvent plus d'infractions, même mineures. Un feu arrière cassé, un tapage, Ce qui génère de nouvelles arrestations. qui sont rentrés dans la machine le soir même. Ah, la boucle est bouclée. Le lendemain, le logiciel voit ces nouvelles données et dit « regardez, j'avais raison, il y a beaucoup de crimes ici, envoyez encore plus de monde ». C'est une prophétie auto-réalisatrice. Ça n'anticipe rien, ça automatise juste les fractures sociales existantes. Et ça donne aux autorités un alibi parfait. Genre, c'est pas nous, ce sont les mathématiques qui le disent. Exactement. Et le pire, c'est que, malgré cet échec prouvé au niveau local, ça n'a pas du tout freiné l'ascension de l'entreprise. Ils sont passés au niveau fédéral. Oui, on change d'échelle, avec des enjeux humains qui deviennent assez vertigineux. Les sources parlent de gros contrats avec les agences frontalières américaines. C'est là qu'on trouve ce contrat de 29,9 millions de dollars en 2025 avec l'ICE, les douanes américaines, pour un système appelé Immigration OS. Et juste après, en février 2026, un accord d'1 milliard de dollars avec le DHS, la sécurité intérieure. Et c'est là qu'Amnesty International tire la sonnette d'alarme dans son rapport d'août 2025. Ils ont révélé que ces bases de données intégraient des informations de Medicad. Alors, pour notre audience qui n'est pas familière avec le système américain, Medicad, c'est l'assurance santé publique pour les personnes à faible revenu, c'est ça? C'est ça. Et soudainement, la frontière entre les données médicales et la traque policière s'évapore complètement. Donc, si je comprends bien, on pourrait utiliser le dossier médical d'un enfant passé par une clinique et croiser ça avec des caméras de route pour faciliter l'expulsion administrative de ses parents. C'est techniquement ce que permet l'infrastructure, oui. C'est la surveillance panoptique totale. Et comment l'entreprise justifie ça? Parce que ça va loin. Leur défense officielle de janvier 2026 est très simple. Ils disent qu'ils fournissent un outil neutre. Ils soulignent, et c'est factuel, que le système a été utilisé sous Obama, gardé sous Trump 1, étendu par Biden et continue sous Trump 2. L'argument de l'optimisation de la loi. Voilà. Ils disent on ne fait pas la politique, on donne juste une logistique agnostique pour appliquer les lois votées. C'est l'argument classique de la tech, mais honnêtement, ça ne tient pas la route quand on regarde l'impact. Pourquoi tu dis ça ? Si on invente une chaîne de montage robotisée ultra rapide, on ne peut pas dire qu'on est neutre vis-à-vis de ce qui est fabriqué dans l'usine. C'est vrai, l'outil redéfinit la cadence de production. Exactement.
Quand un logiciel te permet de connecter en 3 clics ce qui prenait des mois d'enquête avant, tu ne fais pas juste qu'optimiser, tu changes la nature même de l'action de l'État. Tu normalises de nouvelles méthodes. Est-on vraiment neutre quand on intègre des données de santé dans du ciblage policier, par exemple? L'accélération dicte l'ambition, oui. C'est un point central de l'analyse de Block News. Et ce n'est pas qu'un problème américain. L'Europe est en plein dedans. Oui, et la France en particulier. J'étais surprise d'apprendre que la France est le 3e marché mondial de Palantir. C'est massif. En décembre 2025, la DGSI, donc notre renseignement intérieur, a renouvelé pour 3 ans son contrat pour le logiciel OTDH. Outil de traitement des données de renseignement humain. C'est ça. Le moteur central de la lutte antiterroriste française est géré par une entreprise américaine. Et c'est là que ça coince avec la souveraineté. L'enquête mentionne le Cloud Act de 2018. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Le Cloud Act, c'est une loi américaine extraterritoriale. Ça permet au gouvernement américain de forcer n'importe quelle entreprise américaine à lui fournir les données qu'elle gère. Attends, même si les serveurs physiques sont situés en France? Même s'ils sont en France ou en Europe, oui. La France confie donc ses secrets les plus intimes à une société qui doit obéir aux droits américains. C'est fou. Mais spontanément, quand on entend ça, on se dit oui, mais en Europe, on a des protections. On a le RGPD, le AI Act. Oui, c'est ce qu'on a tendance à croire. Mais il y a une limite énorme. Le secret défense. Exactement. Le RGPD protège tes achats en ligne. Mais dès qu'un gouvernement met le tampon sécurité nationale, ces réglementations ne s'appliquent plus du tout. C'est une exemption totale. Et en parlant de la France, les sources racontent un truc, honnêtement, c'est presque absurde. Un paradoxe national incroyable. Ah, l'histoire du fisc en avril 2024 ? Oui, le fisc français a redressé Palantir de 2,4 millions d'euros pour optimisation fiscale agressive. C'est une situation tellement ubuesque. D'un côté, l'État français donne les clés de sa lutte antiterroriste à cette boîte. De l'autre, son ministère de l'économie la condamne parce qu'elle essaye d'échapper à l'impôt et de le flouer financièrement. L'État sous-traite ses secrets à un partenaire qu'il juge lui-même déloyal. C'est la preuve absolue de notre dépendance technologique. Même en guerre fiscale, on ne peut pas se passer de leur logiciel. Et pour comprendre pourquoi l'entreprise survit à tout ça, les biais, les droits humains, la souveraineté, il faut regarder du côté de Wall Street. L'argent. Toujours. En 2025, ils ont fait 3,9 milliards de dollars de revenus. C'est multiplié par 3,5 depuis 2020. L'action a fait plus 950% depuis l'introduction en bourse. Mais le chiffre qui donne vraiment le vertige dans l'enquête, c'est la valorisation boursière. L'entreprise est valorisée à 580 fois ses bénéfices prévus. 580 fois ? Pour ceux qui nous écoutent et qui ne suivent pas la bourse, un ratio normal pour une boîte tech rentable, c'est quoi? 20 ou 30 fois ses bénéfices? Voilà, 20 ou 30, c'est solide. À 580, on est dans une autre dimension. L'entreprise fait 859 millions de bénéfices réels. Donc le marché ne valorise pas ce qu'elle gagne aujourd'hui. Il valorise quoi alors? Wall Street fait un pari cynique. Le marché parie que l'État-surveillance ne fera que croître de manière exponentielle dans la prochaine décennie, poussé par les crises. C'est un pari sur la peur. Exactement. Et ça crée un danger structurel énorme. L'entreprise a besoin d'une expansion continue pour justifier cette valorisation boursière délirante. Elle est condamnée à grandir, oui. Elle a besoin de trouver de nouvelles agences à équiper, de fusionner de nouvelles bases de données. La surveillance de l'État devient juste une marchandise soumise à la pression de la croissance boursière. Ce qui nous ramène à la question centrale de l'investigation de Block News, qui surveille le surveillant? Surtout quand c'est une boîte noire protégée par le secret industriel. Voilà. Il n'y a pas d'audit public, mais l'enquête est claire, ce n'est pas un complot caché. Non, c'est fait au grand jour. C'est un choix politique public, validé par des contrats commerciaux et des appels d'offres signés par nos propres démocraties. Et ça m'amène à une réflexion finale pour ceux qui nous écoutent. Une idée qui prolonge tout ce qu'on vient d'analyser. Je t'écoute. On parle beaucoup des risques si la machine se trompe, avec les biais. Mais à force de sous-traiter l'analyse du renseignement mondial à une seule intelligence artificielle privée, le vrai danger peut être ailleurs. C'est-à-dire? Imagine le jour où le système tombe en panne, par une cyberattaque ou un embargo géopolitique. Que se passe-t-il? On est aveugle. C'est pire que ça. Il n'y aura peut-être plus un seul agent humain capable de comprendre les données par lui-même. Sans les tableaux de bord de la machine, plus personne ne saura relier les points. Nous n'avons pas seulement sous-traité nos données. On a externalisé notre capacité à penser. Exactement. On est peut-être en train de sous-traiter notre capacité à penser intellectuellement notre propre sécurité. C'est une perspective qui donne vraiment à réfléchir.
Et c'est sur cette idée provocatrice qu'on va clore cette analyse détaillée. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée dans les sources. Continuez à questionner les outils qui nous entourent et à la prochaine pour une nouvelle exploration.